Salut, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je ne saurais dire si bonjour, bonsoir, tout dépend du temps que vous allez, qui fait chez vous, voilà. Je suis contente encore une fois de plus de vous voir ce matin. Comme nous sommes dans l'optique de la session au Québec toute cette semaine qui a commencé le 13, qui a commencé autant pour moi le 11, le 12 et le 13, donc ça se termine demain, je vous invite tous à suivre ces sessions, quel que soit ce que vous allez trouver à l'intérieur. C'est toujours bénéfique autant pour moi de savoir le b.a.-ba, des questions qu'on peut avoir, ce qu'on peut suivre, des questions qu'on peut poser, ainsi de suite, quoi. Donc, j'ai pensé ce matin à faire une vidéo sur la résidence permanente au Québec. Alors, c'est quoi la résidence permanente au Québec? Je vais faire ça en plusieurs étapes. Ça, c'est l'étape 1. Alors, beaucoup de personnes vont poser la question de savoir c'est quoi la résidence permanente? Est-ce qu'on est en ayant reçu la résidence permanente, est-ce qu'on est citoyen canadien? Non, on n'est pas citoyen canadien. Selon le site du gouvernement, il dit que une personne ayant obtenu le statut de résident permanent, une personne ayant obtenu le statut de résident permanent en immigrant au Canada n'est pas citoyen canadien. Bon, en bref, les citoyens des autres pays sont des résidents permanents, ok? Donc, c'est pas parce que vous avez reçu la résidence permanente que vous allez forcément dire que non, je suis citoyen canadien. Non, là, c'est une autre étape qui n'a rien à voir avec votre résidence permanente. Donc, vous avez le statut de résident permanent en immigrant au Canada. Et je continue à dire que ce sont les autres pays, ce sont les citoyens des autres pays qui sont citoyens. Voilà. Donc, ce qui veut dire les résidents permanents sont citoyens des autres pays. Quand vous avez déjà la résidence permanente et que vous êtes déjà au Canada, voilà, vous avez ce document-là qu'on vous remet, enfin du moins c'est un titre, c'est un document qu'on vous remet pour pouvoir vous donner le titre de résident permanent. Mais vous n'êtes pas citoyen canadien, ok? D'accord. Donc, quels sont les droits, quels sont les avantages que vous pouvez avoir en obtenant ou en recevant ce document, cette résidence permanente que vous pouvez demander la citoyenneté canadienne après avoir fait plusieurs années, je crois, sauf erreur de ma part, monsieur le maire, tu pourras me corriger. Je crois 5 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous pouvez demander la citoyenneté canadienne. Vous pouvez profiter des avantages comme les études. Vous pouvez fréquenter n'importe où au Canada. Vous avez la couverture santé également. Vous êtes protégé par les lois canadiennes. Donc, du coup, vous avez les mêmes droits. Vous avez les mêmes droits qu'un citoyen canadien. Juste que vous ne pouvez pas encore voter. Je sais pas, sauf erreur de ma part, hein, mais vous ne pouvez pas encore voter tant que vous n'avez pas la citoyenneté canadienne. C'est quand on a la citoyenneté d'un pays qu'on a la possibilité de voter, ok? Bon, quelles sont les obligations? Résider au Canada pendant au moins 2 ans, 2 ans ou 730 jours, sauf erreur, oui, voilà, 2 ans ou 730 jours, c'est une période de 5 ans à partir de l'obtention de la résidence permanente. Ça veut dire que si vous obtenez votre résidence permanente maintenant, vous avez une période de 2 ans. 2 ans, vous comptez aux 730 jours pour avoir, enfin du moins, ça c'est les obligations, hein, en fait. Donc, ok. La résidence permanente, c'est quoi? Le pays applique une politique d'immigration choisie. Avant, on parlait d'immigration choisie, maintenant, on ne parle même plus de ça. Donc, les personnes sélectionnées, donc les gens qui ont le profit de l'expérience, sont susceptibles de contribuer à l'économie du pays. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on active beaucoup de personnes à venir. Enfin, du moins, le Québec est en train de lutter, de bagarrer pour sa ville, pour qu'ils puissent arriver, enfin, bref, recevoir les nouveaux arrivants. Il ne veut pas que les gens aillent dans d'autres villes, il veut que les gens arrivent chez eux. Alors, pour le Québec, vous devez obtenir deux documents. Deux documents, c'est quoi? Vous avez le CSQ et vous avez le PUQ. Le CSQ ou un PUQ au préalable selon votre situation. Tout dépend de comment vous voulez. Est-ce que vous avez demandé un visa, comment on appelle ça, un visa travailleur, vous avez demandé un visa étudiant, vous avez demandé quel que soit le visa, vous devez avoir ces deux documents, donc le CSQ ou un PUQ au préalable. Ok. Le PCP, c'est quoi? C'est le programme des Canada des provinces. Il permet au gouvernement d'une province de sélectionner les immigrants selon les besoins économiques. Quel que soit la filière que tu fais aujourd'hui, quel que soit ce que tu veux faire, ce qui est sûr, c'est que quelque part au Canada, quelque part au Québec, il y a plein de villes qui recherchent des personnes comme toi, comme moi, pour pallier ou bien pour les aider à faire certaines choses, ok? Donc, c'est très important de suivre les sessions pour que vous ayez une idée de quel vous voulez être et quel est le projet 1.
que vous avez et quelles sont les villes qui sont susceptibles de pouvoir vous recevoir en fonction de ce dont vous avez besoin. Donc, toutes les provinces sont concernées, sauf le Nunavut et le Québec, qui a un programme un peu spécial. Donc, toujours sur la résidence permanente au Québec, j'ai noté que comme j'ai précisé un peu plus haut, pour obtenir la résidence permanente au Québec, vous devez d'abord être sélectionné par le gouvernement du Québec provincial. Donc, ça c'est un peu complexe, ça commence à devenir un peu complexe. Donc, du coup, soyez juste attentifs, permettez-moi de finir ma démonstration, ok? Donc, du coup, pour avoir la résidence permanente au Québec, vous devez être sélectionné par le gouvernement québécois provincial. Ensuite, obtenir l'admission définitive de la part du gouvernement canadien fédéral. Donc, vous allez commencer d'abord par le provincial, ensuite vous allez terminer par le fédéral. C'est souvent long et laborieux, mais ça vaut la peine si vous tenez le coup. Donc, du coup, c'est important de le faire quand on a un âge plus jeune pour pouvoir, comment on appelle ça, pour pouvoir atteindre ces années-là, parce que ça met souvent assez de temps et parfois on se lasse, quoi. Donc, c'est un peu ça. Donc, je voudrais aussi vous préciser quelques thèmes à connaître. Le CSQ, c'est quoi? Le CSQ, c'est le certificat de sélection du Québec. Donc, il s'agit d'un document officiel émis par le gouvernement québécois. Je vous ai parlé de ça un peu plus haut. Il y a deux documents que vous pouvez avoir. Enfin, soit le CSQ, soit le PQ. Donc, je disais que le CSQ, c'est quoi? C'est le certificat de sélection québécois. C'est un document officiel que le gouvernement Québec vous remet. Donc, il prouve que vous avez été sélectionné pour immigrer au Canada. Parce que quand vous allez joindre votre documentation, vous devez joindre ça à l'intérieur aussi. Donc, vous pouvez arriver au Canada oui, de façon permanente et sans problème. Okay. En tant que travailleur qualifié, ça c'est beaucoup plus les travailleurs qualifiés qui ont besoin de ça. Parce que ça, ils doivent joindre ça à leurs documents pour pouvoir entrer au Québec. Il atteste aussi que vous correspondez aux besoins du marché québécois. Dès lors, on vous envoie le CSQ. Ça veut dire que quel que soit ce que vous avez demandé, vous correspondez au marché québécois. Le PUQ, c'est quoi? Le PUQ, c'est un programme d'expérience québécoise et c'est un programme accéléré qui permet d'obtenir le CSQ le plus rapidement possible. Donc, il faut commencer par le PQ avant d'avoir le CSQ. Donc, pour avoir ça le plus rapidement, ça vous demande pratiquement 20 jours environ. 20 jours, donc ce PQ qui est le programme d'espérance québécois, autant pour moi, s'adresse aux travailleurs temporaires ayant occupé au moins 12 mois un emploi spécialisé. Donc, du moins, les emplois spécialisés, c'est quoi? C'est que vous avez les emplois de la catégorie O, la catégorie A, la catégorie B, selon la classification nationale des professions au Québec. C'est quoi? CNP. Donc, du coup, si vous voulez qu'on entre encore dans les différentes catégories CNP, allez dans le site du gouvernement du Canada, vous mettez CNP, vous allez voir une panoplie de professions qui s'appliquent à vous. Et c'est ça que vous allez choisir pour remplir vos différents formulaires. Ok, donc, ces documents bénéficient également... maintenant, quelles sont les personnes qui sont susceptibles d'avoir le CSQ, le PQ? Il y a les étrangers, les étudiants étrangers diplômés aussi, qui peuvent avoir le CSQ et le PQ également. Donc, là, maintenant, comme je dis, ça dépend de la situation de chaque personne. Il y a les étudiants qui peuvent avoir les travailleurs qualifiés et d'autres personnes également qui peuvent avoir ce CSQ ou bien ce PQ. Donc, pour savoir si vous pouvez choisir le PQ plus de programmes de régulier de sélection, bon, il y a un site, je vais vous mettre le site en bas, quel que soit lambda, je vous mettrai le site en bas pour avoir le PQ, quoi. Alors, je vais continuer par la démarche à suivre. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour remplir? Bon, avant, on disait que pour remplir qu'on appelle ça, pour créer un profil, déposer un formulaire de déclaration d'intérêt, il fallait passer par Arima. Arima nous a montré tellement de choses et on est toujours à l'attente de l'ouverture de Arima. Donc, maintenant, mais ça n'exclut pas que vous pouvez déposer votre déclaration d'intérêt sans problème. Une fois que vous avez soumise votre déclaration d'intérêt, donc, hormis ça, vous avez à poursuivre des démarches une fois l'invitation que vous avez reçue, et tout dépend. Quand vous soumettez la déclaration d'intérêt, vous avez des démarches à suivre afin que vous puissiez recevoir une invitation du Québec en fait.
Entre-temps, vous allez payer comment on dit, payer les droits exigibles. Avant ça, vous allez remplir le formulaire DI que vous allez soumettre, vous allez payer les droits exigibles, tout ça. Bon, ça dépend, ça varie entre 785 et 790 dollars. Je ne sais pas si le montant a changé, mais je pense que j'avais fait une vidéo pour les montants qui avaient changé en 2020, entre 2019 et 2020. J'ai fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez vérifier les montants qui ont changé à l'intérieur. Donc, quoi d'autre encore? Donc, j'ai parlé de ce montant et puis relié à l'examen de la demande de la sélection permanente. Donc, à compter de la date à laquelle vous avez été invité, vous avez 90 jours pour faire cela. OK? Donc, ensuite, vous faites parvenir au ministère les documents requis. Les documents que vous avez toujours et tout, vous pouvez les faire parvenir par la poste dans tous les cas. Donc, une fois la demande soumise, votre dossier passe en 3 étapes pour être traité. Donc, une fois que vous avez déjà déposé, vous avez fait la déclaration d'intérêt, vous avez rempli le formulaire, vous avez payé les droits, vous avez payé tout ce qu'il faut et que vous avez déjà soumis ça. Une fois que vous avez soumis, vous avez 3 étapes. Enfin, disons, il y a 3 travaux que le dossier passera dans 3 différents étages, dans 3 différents passages en fait. Le ministère vérifie si votre dossier est complet. Ok, le ministère va vérifier si votre dossier est complet avec tous les documents requis et tous les bons formats que vous avez envoyés. Ils vont vérifier si tout ce que vous avez envoyé est bon ou n'est pas bon. Si c'est le cas, il fait l'objet d'un examen de sélection en fonction des critères établis. Donc du coup, vous avez un jeune âge, vous avez vos diplômes, vous avez fait l'EDE, vous avez fait les tests linguistiques, bref, tout ça. En plus de ce qu'ils ont demandé de faire, vous devez avoir tout ça. Si tout est bien requis, si tout est bon, c'est parfait. Le ministère terminera ensuite l'analyse de votre demande et rendra une décision finale. C'est là où vous recevez autre chose maintenant. Pour évaluer votre demande de résidence permanente au Québec, plusieurs facteurs sont pris en compte. Comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs facteurs que le ministère, comment on appelle ça, évalue ou regarde. Vous avez quoi? Il regarde quoi? Votre formation. Quelle formation vous avez? Est-ce que la formation que vous avez correspond au marché de l'emploi au Québec? Votre expérience professionnelle, vous avez combien d'années d'expérience dans ce que vous faites actuellement? Votre âge, vos connaissances linguistiques, soit le français, soit l'anglais. On vous a dit depuis un moment, il y a des vidéos qui circulent, il y a des personnes qui en parlent pour faire comprendre que, écoutez, il y a la province francophone qui est en train de chercher, qui voudrait que les francophones viennent dans leur zone, quoi, vous voyez. Donc, c'est important que si vous faites le test de français, maximisez vos chances en ayant plus de points en français. Si vous avez dépassé un certain âge, faites les deux, faites le français et puis aussi l'anglais, ok? Donc, est-ce qu'il y a d'autres critères qui demandent aussi, bon, les séjours effectués au Québec. Donc, si vous avez fait des séjours au Québec, pas forcément au Québec, même au Canada en fait, mais beaucoup plus au Québec, des points s'ajoutent aussi à l'intérieur. Vos liens de parenté avec un citoyen canadien. Est-ce que vous avez une famille? Est-ce que vous avez un oncle, une tante ou n'importe qui est citoyen canadien? Si vous avez un oncle, une tante, une parenté très proche qui est citoyen canadien, vous avez des chances d'augmenter vos points. Les caractéristiques de votre époux ou de conjoint de fait s'il vous accompagne. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle a déjà voyagé pour le Canada? Est-ce qu'elle n'a pas encore voyagé pour le Canada? Bref, il y a plein de points. Et puis, la capacité d'autonomie financière, quoi. Donc ça, c'est un contrat d'autonomie financière que vous allez, financier autant pour moi, que vous allez joindre dans votre documentation. Donc, je disais hier que quand vous arrivez au Québec, ne mettez pas seulement l'argent que vous allez... Après, vous allez tout payer. C'est vrai, c'est coûteux avec tout ce que... Mais ça vaut la peine. Ne regardez pas seulement ça, essayez de voir combien de temps, combien d'années que vous allez faire. C'est-à-dire que si vous dites, ok d'accord, prévoyez l'argent au moins pour 1 an. Parce que quand vous allez arriver, vous aurez les petites choses à payer, le téléphone, la maison, la location de ci. Bref, il y aura pratiquement plein de choses à l'intérieur qui vous permettront de vérifier ou de dépenser. Donc du coup, prévoyez un max pour 1 an, pour votre famille et vous. Donc, c'est un peu ça. Et il faut aussi votre adaptabilité. Donc ça, ce sont les questions qu'on pose aussi à l'intérieur quand vous remplissez le formulaire. Quelques éventualités. Donc, ça veut dire que c'est pas parce que vous avez déposé que vous avez soumis votre demande d'intérêt ou bien vous avez déposé vos dossiers que forcément on va vous répondre. Vous pouvez recevoir l'intention de refus ou bien vous pouvez recevoir une convocation à l'entrevue. Donc, l'intention de refus, c'est quoi? C'est pas parce qu'on vous a envoyé une lettre d'intention de refus. Et ne paniquez pas.
Oui, c'est vrai. Moi-même, quand j'ai vu ça la première fois, quand on vous envoie une lettre d'intention de refus, non, c'est pas parce qu'on vous envoie une lettre d'intention de refus que vous allez paniquer en disant ah non, on m'a refusé. Non, non, non. C'est pour vous donner la possibilité de moins de 90 jours de déposer vos documents, ok? Vous avez la possibilité de dire ok, d'accord, l'intention de refus, c'est quoi? Ils ont vérifié, ils ont vu il y a des dossiers qui manquent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez 90 jours pour pouvoir soumettre ça. Donc, sauf forcément en remplissant le formulaire, vous avez omis d'envoyer certains dossiers et puis voilà, on vous dit que voilà, on a l'intention de vous refuser, mais on ne vous refusez pas. Donc, vous avez intérêt à envoyer les documents pour que nous puissions vous enfin, compléter ou bien donner une décision finale. Ça, c'est l'intention du refus. Donc, dans le cas où vous avez envoyé ces derniers documents avant la période de 90 jours, et qui sont jugés corrects, votre demande de résidence permanente au Québec suivra son cours tranquillement. Dans le cas contraire, il sera immédiatement refusé avec un cachet. Paf! Refus. Donc, la deuxième éventualité, c'est quoi? La première que j'ai dit, c'était l'intention du refus. La deuxième, c'était la convocation à l'entrevue. Certaines personnes reçoivent une décision positive directement par la poste sans avoir été convoquées. Il y a des personnes qui ont cette grâce-là. Je ne dirais pas une chance, parce que la chance pour moi n'existe pas, c'est une grâce. Parce que si Dieu dit que c'est votre dossier qui passe en premier, ça va passer. La chance, ça peut arriver comme ça et puis hop, ça s'envole quoi. Donc, du coup, comme je dis, il y a certaines personnes qui reçoivent des décisions positives directement à l'entrevue. Donc, d'autres sont appelés à passer une entrevue de sélection si le dossier n'est pas suffisant. Comme par exemple l'intention de refus. Parfois même, on vous appelle pour vous dire, eh, écoutez, vous avez un document que vous n'avez pas joué. Est-ce que vous pouvez, machin et tout, vous répondez à ça et tout est tranquille. Donc, vous devez remplir tous ces critères pour que le ministère puisse prendre une décision finale et vous accorder. Donc, si le rendez-vous de votre convocation est satisfaisant, vous recevez ensuite un CSQ sans problème. Voilà. Si votre demande de CSQ est acceptée, vous recevrez le document en 2 exemplaires. Le premier appelé titulaire, qui est à garder précieusement avec vous, que vous allez joindre avec le document quand vous allez arriver à l'aéroport, bien quand vous allez voyager avec. Le second est appelé Immigration Canada. Il sera envoyé au gouvernement canadien pour finaliser votre demande au niveau fédéral, quoi. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Donc, voilà. Donc, je passe maintenant à la deuxième étape de la résidence permanente. Donc, la première étape, c'est quand vous avez reçu le CSQ, vous avez 2 documents que vous allez recevoir. Une qui va passer, que vous allez garder précisément, et l'autre que vous allez, que le gouvernement canadien va envoyer au fédéral, en fait. Ok, d'accord. Maintenant, une fois que vous avez votre CSQ en poche, ok, vous pouvez enfin entamer la demande de résidence permanente au Canada au niveau du fédéral. Donc, vous ne pouvez pas demander la demande de résidence permanente, autant pour moi, tant que vous n'avez pas encore reçu le CSQ. Ok? Donc, c'est pénible, oui. Quelqu'un va répondre tout à l'heure, ouais, c'est trop long, est-ce qu'on va attendre et tout. Moi, je dis souvent, quand vous commencez un projet, et que vous sentez que c'est long et que vous voulez abandonner, de grâce, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé ce projet. Quand vous allez vous rappeler pourquoi vous avez commencé ce projet, je pense pas que vous allez abandonner. Et quand les dés sont lancés, il faut jouer. Comme on dit chez moi, quand un vin est ouvert, il faut le boire. Ok? Quand un vin est déjà ouvert, il faut le boire. Donc, ne perdez pas espoir et continuez dans votre démarche. Donc, je vous encourage à le faire. Mais rappelez-vous, le jeu vaut la chandelle, ok? Voilà. Donc, bon, maintenant, il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir si je veux m'installer au Québec. Est-ce que je peux m'installer dans une autre province que le Québec? Moi, je voudrais répondre en te faisant comprendre. Je crois que je t'ai répondu sur le groupe et je pense que cette question aussi pourrait aider beaucoup de personnes qui veulent avoir ces mêmes intentions et dire, ok, d'accord, moi, je veux aller au Québec par rapport à mes documents qui sont presque prêts. Est-ce que je peux immigrer dans une autre province et tout? Pour le faire, moi, je vous conseille de passer directement par le programme Entrée Express. Passez directement par le programme Entrée Express. Ça ne sert à rien de passer par le Québec. Après, parce que les démarches sont longues. Les démarches sont assez longues, très très longues. Et puis, c'est laborieux. Donc, du coup, pour vous qui voulez immigrer, mais si vous avez l'intention de rester dans une province, vous la demandez et vous restez là.
Vous attendez le nombre d'années, les démarches vont prendre son cours, ça prendra autant de temps que ça prendra. Mais dans le cas contraire, pour éviter d'entrer dans une province, d'aller dans l'autre, demandez le profil en train express. C'est Général Canada, versé ouah, comme on dit chez moi. Là, maintenant, vous avez la possibilité de vous balader, d'entrer, de faire tout ce que vous voulez au Canada, pas forcément dans une province bien définie. Ok, je continue dans le rassemblement des documents, toute la documentation que vous devez avoir. Donc, du coup, je vous invite à vous rendre dans le site de SIC, Citoyenneté et Immigration Canada. Ça, c'est CIC, pour obtenir la trousse de demande comprenant toute la documentation que vous voulez avoir pour monter votre dossier pour la résidence permanente ou bien pour immigrer au Québec. Donc, le formulaire de la demande générique pour le Canada, c'est IMM 008. IMM 008. Il y a tellement de formulaires pour chaque programme qu'il faut vraiment savoir quel est le programme adapté pour ceux dont vous cherchez, pour ceux dont vous avez besoin. N'allez pas prendre le formulaire du visa visiteur. Vous dites qu'on va donner un formulaire. Non, 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 non. Cherchez un formulaire qui a trait avec ce que vous cherchez, ok? Donc, le formulaire dont je vous mets ici, c'est le formulaire IMM 008 qui est validé directement en ligne. Beaucoup de personnes ont du mal à télécharger ces documents-là. Il faudrait que vous ayez dans vos machines déjà Adobe. Hein. Vous devez avoir Adobe dans vos machines pour pouvoir sélectionner ou bien télécharger ces formulaires, les remplir, les imprimer et pouvoir éventuellement les téléverser, donc les télécharger pour envoyer toute la documentation que vous avez en un seul coup. Ok, donc parmi les documents requis, vous devez notamment fournir les extraits du casier judiciaire de tous les pays où vous avez séjourné pendant pratiquement 6 mois, consécutifs au plus, depuis que vous avez 18 ans. Donc, du coup, si vous avez fait plus de 6 mois ou moins de 6 mois dans un pays et qu'on vous demande l'extrait du casier judiciaire, vous allez, même si vous êtes dans un autre pays, vous allez, sauf que rentrer dans ce pays-là, et puis qu'on puisse vous fournir un casier judiciaire pour pouvoir remplir à votre demande. Donc, parmi les documents, j'ai dit qu'il y a le formulaire IM008, il y a le casier judiciaire en deuxième position. En troisième position, quand on vous demande déjà d'envoyer le certificat médical, ça c'est sûr, on vous demandera de passer une visite médicale complète, radiologie, analyse et tout ce que ça comporte. Chez un médecin désigné, agréé ou agrégé, un truc comme ça, par le ministère canadien. Ok, donc du coup, sachez que les résultats qui sortent de ça, parfois vous n'êtes même pas au courant. On envoie ça directement au ministère, suppli fermé. Vous n'êtes pas au courant même. Je ne sais pas s'ils vous donnent une copie. Je ne sais pas si on vous donne une copie, mais une bonne date et que l'original va directement au gouvernement canadien, quoi. Donc, l'examen médical a pour but d'assurer le fait que vous ne représentez aucun risque pour la population canadienne. Donc, les frais sont à votre charge et non remboursés. Et c'est valable 12 mois. Donc, c'est vous qui payez les frais. Ce n'est pas le gouvernement canadien qui payera les frais, qui payera les frais pour vous. C'est vous qui payez les frais, ok? C'est vous qui payez les frais. C'est vous qui payez les frais. Et voilà, c'est pas quelqu'un. Et puis, sachez que c'est valable pendant 12 mois, donc pratiquement un an. Donc, si l'année s'y passe et que on ne vous a pas appelé pour demander, comment on appelle ça, demander l'examen médical, sachez que l'année prochaine, vous allez refaire la même chose. Donc, prenez-en de l'argent suffisant pour faire votre examen médical. Donc, il faudra notamment apporter tous les rapports médicaux ou résultats d'analyse que vous avez pu avoir. Ça veut dire que si vous avez fait les analyses cette année-ci, bien il y a peut-être 2 ans, disons en 2018, on ne vous a pas appelé. Vous avez fait les analyses en 2019, on ne vous a pas appelé. Nous sommes en 2020. Peut-être on ira à 2021. Avec la grâce de Dieu, on pourra avoir 2021. Vous devez apporter les analyses de 2018, 2019, 2020 pour voir l'évolution. Bah, si vous avez été malade en 2018, forcément, vous êtes guéri en 2018. Ou bien, on vous a traité, la maladie est en train de passer et que vous allez mieux. Ils auront besoin de voir les résultats de 2018, 2019, 2020. Donc, c'est un peu ça. Une fois les résultats envoyés par le spécialiste, c'est SIC qui prend la décision. CIC, Citoyenneté, ok, et Immigration Canada, c'est eux qui prennent la décision. Et puis ils envoient comment on appelle ce formulaire, ces résultats-là au gouvernement. Donc pour plus d'infos, il y a plusieurs sites qui parlent de ça également. Moi j'ai pris des notes qui peuvent nous intéresser. Maintenant, quels sont les frais à payer? Quels sont les frais de traitement à payer?
Donc, les frais à payer pour chaque personne effectuant la demande, y compris les membres de votre famille qui pourraient vous accompagner. Donc, du coup, quand vous traitez la demande, l'agence n'est pas seulement pour vous. On va vous faire comment on appelle ça, une sorte de devis. Ce devis-là est en ligne. C'est-à-dire que vous mettez le nombre de personnes qui vous accompagnent et vous mettez, ils vont vous dire que pour une personne à deux personnes, c'est tel montant, de deux personnes, trois personnes, c'est tel montant. Une personne, si vous allez, c'est le montant que vous avez. Si vous avez votre femme, votre enfant, vos machins, vous avez les montants en fonction du nombre de familles qui vous accompagnent. Donc, les prix diffèrent selon les catégories, hein. Donc, selon les catégories que vous allez trouver. Donc, c'est pas parce que l'autre a fait, il a payé tel prix que vous allez venir, vous allez payer tel prix. Vous dites que non, pourquoi le non, non, ça diffère selon les catégories. Donc, pour les travailleurs qualifiés, le coût est de 325 dollars à la demande du demandeur principal. Donc, si c'est monsieur qui est le demandeur principal et qu'il est travailleur qualifié, c'est lui qui payera ces 325 dollars. Le reste ne paieront pas. Ensuite, je voulais parler aussi des frais relatifs aux droits de résident permanent. Oui, c'est un coût. C'est pas gratuit. Vous remplissez le formulaire, vous envoyez, vous payez les frais de tout ce que... Les frais de traitement, ça vous allez payer comme j'ai dit tout à l'heure. Vous allez aussi payer les frais relatifs aux droits de la résidence permanente. Et ces frais coûtent 490 dollars. Donc, ça c'est pour obtenir la résidence permanente et que votre demande est approuvée. Donc, si votre demande n'est pas approuvée, ne vous inquiétez pas, ne vous gênez même pas à payer les frais. Donc, du coup, dès que votre demande est approuvée, vous allez recevoir un formulaire où on vous dit, ok, d'accord, maintenant vous pouvez payer votre résidence permanente sans problème. Et ça coûte pratiquement dans les 490 dollars. Maintenant, il faut vérifier, je vous laisse le soin de vérifier en vigueur si ce montant a changé en 2020. Parce que je vous ai dit, je vous avais déjà fait une vidéo pour vous parler des montants qui ont changé, que le gouvernement a mis sur pied, des nouveaux montants en fait. Donc, du coup, ça, ce sont les frais relatifs aux droits de résidence permanente. Quoi d'autre encore? Les autres frais, c'est quoi? Les cours, les examens médicaux et les certificats de police. À vous de faire comment voir ou à vous de voir comment les envoyer. Tout ça, c'est à votre charge aussi. Comment effectuer le paiement? Comment effectuer le paiement? Donc, vous pourrez payer les frais en ligne. Le plus simple, c'est par carte de crédit ou par courrier en joignant le formulaire. Maintenant, si vous payez par courrier, vous devez joindre le formulaire IMM 5620. Tu voyais un peu ça, c'est le formulaire de paiement des frais relatifs à tout ce que j'ai parlé un peu plus relatif au paiement. Quand vous voulez maintenant payer, si vous voulez passer par courrier, vous payez, vous remplissez le formulaire IMM 5620. Bon, c'est plus facile de payer par carte de crédit. Ou bien en ligne, oui, si vous avez peur de payer en ligne, payez par carte de crédit, c'est bon, c'est fiable en fait. Ensuite, excusez-moi. Ensuite, maintenant, vous pouvez envoyer votre demande. Mais avant d'envoyer votre demande, vous devez à tout prix, faire tous les copies. Tous les copies, les documents qui comprennent et les garder avec vous. Parce qu'on ne sait jamais. Certains dossiers peuvent se perdre, certains dossiers peuvent avoir des soucis. On vous demande de les renvoyer s'ils ne les ont pas reçus. Donc, il faut faire toutes les copies. Faites toutes les copies possibles pour pouvoir garder de telle sorte que s'il y a un pépin à côté, vous avez la possibilité de pouvoir les renvoyer. 2. Il faut relire correctement pour être sûr d'avoir répondu à toutes les questions et de ne pas avoir fait d'erreur. Donc, avant de soumettre votre demande, vous relisez. Faites-le relire par une autre personne. Parfois, on croit souvent qu'on a tout lu, on a compris, ou bien parfois, on pense qu'on n'a pas fait d'erreur, mais une personne externe pour vous indiquer, dire ah mais ça vous avez fait une erreur ici, il faut remplir comme ceci ou comme cela. Vérifiez que la demande et que chaque formulaire soit bien signé. Ok? Excusez-moi. Vérifiez que votre demande est bien en due forme et que tous les formulaires, quand on dit signer les formulaires, c'est pas une signature électronique, c'est qu'à chaque fois que vous allez remplir votre formulaire, vous allez en voir au-dessus, vous allez mettre votre nom à côté la date de naissance. Ça, c'est quand vous remplissez le formulaire quand vous remplissez le formulaire, en dessous, on vous demande de mettre votre nom. Et même quand vous allez vouloir soumettre, ne vous inquiétez pas, ça ne pourra pas partir. Parce qu'il y aura toujours des bugs. C'est pas toujours vous ramener à vous dire, tiens, vous avez sauté un paragraphe ou un onglet que vous n'avez pas pu, comment on appelle ça, pu soumettre. Donc, ce qui vous donne la possibilité de pouvoir revenir sur le sujet, revenir sur le paragraphe, le remplir et le soumettre intégralement. Donc, joindre toutes les pièces justificatives, joindre tout ce que vous avez produit, tout ce qu'on vous a demandé. Essayez de faire l'effort de les joindre à l'intérieur pour que vous ne puissiez rien oublier.
Qu'est-ce que j'ai encore noté? Joindre aussi le reçu de paiement des frais. Si vous avez envoyé par ligne, vous allez recevoir un document, vous mettez ça à l'intérieur. Si vous avez payé par carte de crédit, vous allez recevoir un document, vous payez ça à l'intérieur. Si vous voulez envoyer par courrier, vous avez un document. Bonjour, ça va? Vous avez un document que vous puissiez envoyer à l'intérieur. Ok? Pensez aussi à joindre votre CSQ si vous avez fait une demande pour le Québec. Pensez à joindre joindre les documents que vous allez mettre à l'intérieur pour pouvoir envoyer le document en paquet. Donc, comme j'ai précisé ci-dessous, si vous voulez envoyer par courrier, vous avez le formulaire IMM 5620 que vous remplissez et vous envoyez par courrier. Donc, vous n'avez plus qu'à maintenant poster votre demande complète si vous envoyez par courrier au bureau de réception centralisé des demandes à Sydney en Nouvelle-Écosse, Canada. Donc, le bureau de réception centralisé des demandes, je vous mettrai l'adresse aussi en dessous si possible. Il y a aussi quoi d'autre? Il y a les données biométriques, ça j'allais oublier. Les données biométriques sont obligatoires pour tout le monde. Donc, vous devez désormais transmettre l'ensemble de vos données biométriques au gouvernement canadien pour valider aussi votre permis. Ok? On va vous appeler dans votre CRDV va vous appeler pour vous demander de venir faire des données biométriques manuellement. Donc, après avoir présenté votre demande, on vous demandera de fournir vos empreintes digitales ainsi que vos photos. Et puis, lettre de CIC vous expliquera les consignes et vous aurez 30 jours pour le faire à compter de la date indiquée sur la lettre. Donc, la marche à suivre pour fournir ces données est expliquée sur le site du gouvernement canadien. Tout ce que je raconte là, c'est dans le site du gouvernement canadien. Donc, chacun connaît le site et puis après, une fois que c'est fait, voilà, il ne vous reste donc plus qu'à attendre et croiser les doigts. Mais si votre dossier est complet, tout devrait passer normalement. Si vous avez envoyé votre dossier sans problème, ça doit passer. Je ne vois pas la raison pour laquelle si votre dossier n'est pas complet, ça ne passe pas. Okay? Si votre demande est acceptée, vous recevrez un document appelé confirmation de résidence permanente CRP. Si votre document est approuvé, vous allez recevoir un document appelé confirmation de résidence permanente CRP. Ok? Vous devez ensuite vous rendre au point d'entrée au Canada. Quand vous allez vouloir voyager et tout, voyager avec ça, voyager avec ces documents et puis ces documents que vous avez téléversés au départ, vous avez la possibilité de voyager avec, de telle sorte que quand vous allez arriver à l'immigration au Canada à l'intérieur, on va vous demander certains documents et vous devez les avoir à portée de main. C'est pas que les documents sont dans la valise qui est en train de tourner, d'attendre là. Non, vous devez avoir une pochette à côté où vous avez les documents qu'on vous demande. Ok? Donc, vous présentez ce document accompagné de votre passeport. C'est ainsi que vous pourrez valider votre nouveau statut et obtenir votre carte de résidence permanente. Donc, il faut compter environ 2 mois pour le recevoir chez vous dans tous les cas. Donc, attention, cette carte n'est que valable 5 ans et je crois que c'est renouvelable. Donc, c'est la date du tampon du douanier qui marque la date officielle pour votre statut de résident permanent. Donc, dès que vous allez arriver, vous présentez ce document-là, vous présentez ce qu'on va vous poser, vous présentez votre passeport et tac, on vous met le stamp. Bienvenue au Canada. Donc, une fois résident permanent au Québec, vous devez penser à changer votre numéro d'assurance sociale, dont la NAS, la NAS, votre carte d'assurance de maladie et obtenir un permis de conduire québécois. Si vous n'avez pas encore un permis de conduire, faites l'effort de vous en procurer. Donc, la carte de résident permanent est valable 5 ans. Je l'ai dit plus haut tout à l'heure. Plus haut, je vous ai dit que la carte de résident permanent est valable 5 ans. Donc, la date d'expiration est indiquée dessus. Dès que vous allez, si vous arrivez à l'aéroport aujourd'hui, nous sommes le 12 novembre 2020, vous comptez 5 ans. Dans 2025, 12 novembre 2025, tac, ce sera. Donc, vous avez intérêt à faire tout plutôt, soit pour le renouveler, soit faire autre chose qui vous passera à un statut normal sans problème. Donc, elle peut être renouvelée, elle peut être renouvelée, elle peut, comme elle ne peut pas. Donc, ça dépend de votre comportement au Canada. Parce que tout ce que vous allez faire, c'est pas comme dans votre pays où peut-être on ne regarde pas toutes vos actions légères ou toutes vos actions légères et tout ça. Quand vous arrivez dans ces pays-là, même si vous vous asseyez, même si vous jetez un papier dans la rue, il y a des caméras partout qui suivent. Donc du coup, si vous êtes un très bon citoyen, vous allez avoir des bons records. Si vous avez cogné quelqu'un, si vous avez fait un accident, si vous avez... Bon, tout est répertorié en fait. Donc si vous êtes un très bon citoyen, ils vont le renouveler. De cas contre, on va vous dire pourquoi est-ce qu'on ne pourra pas vous renouveler. Donc à vous d'avoir une très bonne conduite quand vous arrivez au Québec.
Ok? Donc, à condition de faire la demande avant votre carte. Donc, du coup, elle, comme je disais, elle peut être renouvelée 5 ans avant, à condition de faire la demande avant que votre carte actuelle ne soit plus valable. Donc, du coup, quand on vous demande de faire ça avant, ayez des prévisions, faites des prévisions. Si vous savez que ça s'expire dans 5 ans, la cinquième année, avant le novembre, il faut commencer même en janvier parce que vous ne savez pas si ça prendra 6 mois ou 5 mois, 4 mois ou 3 mois. Tout dépend de comment vous allez remplir à l'intérieur de la date qu'on va vous dire comment ça va prendre. Maintenant, si vous pensez que janvier c'est trop long, on est en novembre, vous pouvez le faire au mois de septembre. Si on vous indique que ça prendra pratiquement 2 mois, mettez une marge d'erreur de telle sorte que vous pouvez me commencer à septembre. Tout dépend de vous. Vous ne perdez rien. Mais vous serez toujours dans les délais dans tous les cas. Donc, du coup, vous avez séjourné au Canada au moins 730 jours durant les 5 dernières années. Ah, j'ai oublié cette mention-là qu'il fallait que je vous dise. Quand vous entrez au Québec et qu'on a mis le tampon, si vous voulez que votre statut soit renouvelé, vous deviez avoir vécu ou bien avoir séjourné au Canada au moins pendant 730 jours, donc 2 ans minimum. Ok, donc ça, si vous faites des va-et-vient comme nous autres là, c'est un peu très compliqué. Maintenant, si vous restez à l'intérieur, ben, je ne sais pas si c'est valable aussi, sauf erreur de ma part. Bon, c'est pas parce qu'on fait des va-et-vient. Oui, c'est possible que ça peut avoir un effet si vous faites des va-et-vient comme nous autres là. Mais si vous êtes constamment là, présent, c'est une très bonne chose. Ok, donc voilà, j'ai fini avec l'étape 1 et l'étape 2 de la résidence permanente. Je vais faire une autre vidéo où déjà quand vous êtes installé après les 5 ans, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Est-ce que vous pouvez déjà obtenir votre citoyenneté canadienne? Ça, c'est dans la prochaine vidéo. Allez, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée. Bye.